Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo preview. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'attarder sur le sort du club le plus au nord. Et oui, l'USDK, le Dunkerque Grand Littoral Handball, ou plutôt Dunkerque Handball Grand Littoral, c'est plus comme ça que ça s'appelle officiellement, est à l'honneur aujourd'hui dans cette nouvelle preview vers les étoiles. Les 16 previews vers les étoiles, c'est la série vidéo où je te fais jour après jour, une fois par jour, la présentation d'une équipe qui va occuper la Liqui Moly Star League cette année pour cette saison 2024-25. Je t'invite d'ores et déjà à liker, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir où là, on va monter un petit peu plus haut, toujours plus loin dans le classement de la Liqui Moly Star League de l'année dernière. Alors, on a commencé par les promus il y a quelques jours de cela avec East et Tremblay, puis on est commencé par les équipes n'ont pas été relégués l'année dernière, mais on est remonté petit à petit. Et là, on arrive au niveau de Dunkerque. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe de Dunkerque. Et tu vas voir que on a connu Dunkerque dans de très bonnes situations. C'était une grosse équipe de la Star League. Est-ce que Dunkerque va revenir au premier plan? On va se poser la question tout au long de cette vidéo. Et tu vas voir que, enfin voilà quoi. Je vais te présenter les éléments. On va être très factuel, très concret. Et si tu es supporter de l'USDK, je t'invite à partager d'ores et déjà cette vidéo qui se veut être d'analyse et d'observer les choses froidement telles qu'elles nous sont présentées. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer dès maintenant. On va partager l'écran comme j'ai l'habitude de faire dans toutes ces vidéos. Voilà, je suis déjà prêt. Mon setup est déjà prêt. Je me positionne ici sur la preview, la présentation de Dunkerque. Voilà, je partage. Très bien. Il ne me reste plus qu'à agrandir l'écran. C'est du direct comme d'habitude. Voilà, là maintenant on est bien. On va pouvoir échanger ensemble, donc bienvenue dans cette preview qui concerne les Lions de Dunkerque, l'USDK, Dunkerque Handball Grand Littoral. Alors, première séquence de cette vidéo, comme on a l'habitude de faire, c'est le Yago. Dans le Yago, de quoi on parle précisément? On parle de la dynamique, on parle de ce qui s'est passé l'année dernière pour l'USDK. Et là, qu'est-ce qu'on se constate? Alors, bien sûr, je fais l'impasse volontairement sur tous les matchs de préparation que tu as pu voir, sur tous les matchs de warm-up, parce que je considère, et je continue à le considérer, et l'histoire donne raison, le warm-up, c'est le warm-up, mais la compétition, la vraie, les matchs officiels, ça n'a rien à voir avec les warm-up. Le warm-up, c'est une mise en jambe, on fait tourner tout le monde, on fait une revue d'effectifs, mais ça ne remplace pas tous les enjeux tactiques qu'il peut y avoir au cours d'un match officiel. Ça n'a rien à voir. Donc là, on rentre directement dans le cas de Dunkerque avec directement ce qui s'est passé de manière officielle l'année dernière. Dunkerque a fini 10e du championnat de France de l'Iki Moly Star League en 23-24, 10e avec 26 points, 30 matchs disputés, 12 victoires, 2 nuls et 16 défaites. C'est une équipe très irrégulière qui s'est présentée à nous l'année dernière. Au niveau des buts marqués, il y en a eu 911, 930 encaissés, c'est à peu près kiff, 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 kiff. On va dire équivalent, plus de buts encaissés. Mais Dunkerque est une équipe typique de ventre mou, on va dire, à ce niveau-là. Leur plus grosse victoire, pardon, c'était du côté de Créteil le 1er mars dernier, lors de la 19e journée, 32-24. Et leur plus grosse défaite, c'était, oulala, un match absolument catastrophique. En plus, il était diffusé sur beIN, ce match-là. Je me rappelle que je l'avais regardé, ce match-là. Lors de la 24e journée, c'était même limite gênant, le 13 avril, 37-25. Quand on se rappelle que Montpellier-Dunkerque, c'était un grand classique il y a une dizaine d'années de ce championnat de France, et quand on voit où est tombé l'USDK, ben forcément, on peut être nostalgique et de se dire que quand on tenait la dragée haute à Montpellier, au Paris Saint-Germain, même l'époque où Dunkerque, il y a une dizaine d'années, était champion de France, voilà, cette époque est bien révolue. Et là, maintenant, je reste un petit peu sur cette présentation et je voudrais te faire part là de ce qui s'est passé, de l'historique de Dunkerque au cours de cette saison 2023-24. Au démarrage, en fait, on a démarré contre Toulouse du côté de Dunkerque. Et contre Toulouse, c'était quoi? C'était une victoire 34-32. En fait, enfin, c'est une défaite, pardon, excuse-moi, j'ai mal copié. Une défaite 34-32 lors de la première journée. Et donc, le lancement officiel, la première victoire de Dunkerque, c'était le match suivant lors de la deuxième, le PAUC qui est venu en visite à Dunkerque et
Dunkerque s'est imposé d'un petit but sur le score de 33-32. On a pu voir déjà lors de ces deux premiers matchs de la saison que c'était une équipe tournée vers l'offensive. Les joueurs de Franck Maurice étaient, voilà, il y avait un certain enthousiasme, une volonté de dévorer le grand espace. Et déjà, à ce moment-là, on voyait Tom Pelayo se distinguer. En fait, lors des deux premiers matchs, c'est pour illustrer un petit peu la suite de la saison, Tom Pelayo a été à chaque fois le meilleur buteur de la rencontre. 9 buts donc à Toulouse, où il a été le meilleur marqueur, et 9 buts contre le PAUC. Ça, c'est une statistique un petit peu isolée, mais tu vas comprendre qu'après, je vais reparler de Tom Pelayo un petit peu plus dans les grandes largeurs plus tard dans cette vidéo. Alors, plus collectivement, le PAUC a eu, après cette entrée en matière, deux défaites d'affilée, -5 à Nîmes, -9 contre le Paris Saint-Germain, ça peut arriver. Avec, par contre, ce qui est beaucoup plus notable, c'était des défenses qui étaient complètement absentes lors de ces deux rencontres. Ça s'est confirmé après lors du match nul qui a suivi à Saint-Raphaël, 38 partout. Tu marques 38 buts à l'extérieur et tu ne gagnes pas. On peut se poser deux, trois questions, donc forcément sur ta solidité. C'est légitime à ce stade-là. Après, Dunkerque va enchaîner, n'aura jamais vraiment de série. Pas de série négative, pas non plus de série positive, beaucoup d'irrégularités. Difficile d'enchaîner donc des résultats, des bons résultats consécutifs, ce qui explique leur classement à la 10e place. Eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de resserrer la défense. Contre Champéry, il y a eu une défaite 27-26. Et après la victoire contre Créteil, 27-22, contre un candidat pour le maintien, bon voilà, ça c'est bon pour la confiance. On se dit, on est toujours plus fort qu'une équipe qui est moins forte que nous. Mais par contre, forcément, ben, nouvelle explosion défensive du côté de Nantes, en fait, où là, une grosse défaite, alors pas sur l'écart de but, mais sur le nombre de buts encaissés, une défaite 41-36 du côté de Nantes à la H Arena. C'était vraiment quelque chose d'assez spectaculaire à voir. Et après, nouvelle défaite à domicile, cette fois-ci contre Montpellier. Nantes-Montpellier, ce sont les cadors du championnat. Défaite 32-28, là aussi, il n'y a rien d'infamant de perdre contre Nantes et Montpellier compte tenu de l'état de ces deux effectifs. En gros, si tu veux, Dunkerque, c'est bon contre les équipes faibles, mais par contre, contre les équipes fortes, eh ben, c'est carrément en dessous. Donc, ventre mou, c'est justifié. C'est ce qu'on se disait à ce stade-là du championnat. En fait, on y croit à cette idée jusqu'à la 11e journée. Et c'est en fait un carnage dans le match qui suit. Défaite à domicile contre le promu Dijon. Tu perds contre Dijon 32-30. Et pire encore, tu penses pouvoir te relever contre Saran, un autre candidat au maintien lors de la 12e. Bah, tu perds aussi, mais tu perds pas seulement. Tu te fais éclater. 31-24. Tu perds -7 contre Saran suite à une défaite contre Dijon 32-30. À ce stade-là, tu perds contre des équipes qui, à la fin de la saison, seront reléguées. Qu'est-ce que tu veux espérer concrètement d'une équipe voilà, qui peut se présenter avec des bons arguments, avec des bonnes choses, mais tu perds contre les derniers, quoi. Tu peux pas espérer jouer l'Europe dans ces conditions. Ton effectif n'est pas assez fort ou alors mentalement, il y a quelque chose qui ne passe pas. Parce que normalement, si tu te dis sérieux, les équipes comme Saran et les équipes comme Dijon, tous les jours, tu passes. Et là, tu peux prétendre à quelque chose. Et en fait, on se dit bon que pour passer un palier, revenir à notre lustre d'antan du côté de Dunkerque, ça va être compliqué. Tu te reprends contre Chartres après, qui est encore plus irrégulier que toi. On l'a prouvé dans la preview consacrée à Chartres il y a quelques temps. Tu gagnes +4. Après, tu repères à Limoges -7 à domicile en plus. Et tu finis à la fin, pour finir les matchs allés, tu gagnes l'appareil chez un autre candidat du maintien. À Ivry, tu gagnes de 7 buts pour finir l'année 2023. Quand tu fais le bilan, tu peux pas être satisfait. Tu peux pas te dire, mais on va jouer les premiers rôles cette année du côté de Dunkerque, on va rejouer comment dire, notre lustre d'antan. Et quand on voit par exemple Cornel Nadji qui fait sa dernière saison, il n'intervient pas trop. Par contre, Tom Pelayo, il affole les compteurs. Hein. Donc tu vas voir que on peut avoir quelques joueurs. Il y a des joueurs, il y a des arguments, mais ça ne marche pas. Quelque chose ne fonctionne pas à Dunkerque, trop irrégulier. Et donc, on se pose la question légitimement à la trêve de quels sont les objectifs. Alors, je retourne un petit peu la page de mon cahier pour continuer mon récit et te dire que lors de la reprise, une fois que la trêve internationale a été consommée, on reprend à partir du mois de février les matchs retour. Et alors que, tu vois, tu te prends un -6 à domicile contre Nantes,
Là encore, ben voilà, Nantes, c'est au-dessus de toi, ça y est, c'est acté, tu peux pas, voilà, tu sais que tu joueras pas à la Ligue des Champions, c'est une certitude. Par contre, alors que quelques mois, 2 mois plus tôt, tu les avais battus, là, tu perds contre Chartres juste après ce match-là. Et donc, tu t'étais imposé pourtant, et une équipe de Chartres qui est encore moins régulière que toi, tu trouves le moyen de perdre. Là, tu te dis, purée, la fin de saison, ça va être, ça peut être long. Tu sais que tu es plus fort que les plus faibles du championnat, mais tu t'as atteint une sorte de plafond de verre avec l'effectif. Est-ce que c'est le système de jeu? Est-ce que c'est le discours de l'entraîneur? Est-ce que c'est les gars qui sont sur place? On peut se poser plein de questions. Et en fait, une fois que tu perds contre Chartres, tu enchaînes. En fait, c'est la première défaite d'une série de 3 défaites. Tu perds -6 donc après contre Nantes. Puis tu perds contre deux prétendants. Enfin, tu gagnes, pardon. Là, pour le coup, tu te reprends en main. Tu gagnes contre des prétendants au maintien. +2 contre Ivry. +8 à Créteil lors de la 19e journée. +7 contre Saran lors de la 21e. +7 à Dijon lors de la 22e, tu fais, ouais, c'est une super série, c'est pas mal, on va s'en sortir. Mais au milieu de toutes ces séries où tu gagnes contre les plus faibles, et ben, dès que Aix, voilà, tu vas être amené à te déplacer là-bas, tu perds de 4 buts, 34-30. Et Aix aussi était une équipe assez irrégulière dans le ventre de bout du championnat. C'est compliqué d'analyser ces équipes-là et de dire, voilà, où est-ce qu'on peut gagner les choses et que tu regardes l'état des joueurs, tu regardes un peu la moyenne d'âge, tu regardes les contrats, il y a plein de joueurs qui sont partis du côté de Dunkerque. Est-ce que tu pouvais espérer mieux compte tenu des effets de l'effectif proposé et du plan de jeu que tu as voulu ajuster? C'est délicat. Après cette défaite à Aix, ben là, pareil, irrégularité. Tu prends -6 contre Toulouse. Et surtout après, mais un vilain 37-25, un -12 à Montpellier. C'est, alors que, comme je te l'ai dit en début, c'est un classique du championnat Montpellier-Dunkerque. Ça faisait frissonner les poils il y a une dizaine d'années. Et là, tu te prends une volée, mais monumentale, et tu te dis, mais non, c'est pas possible. Tu vas pas y arriver, il faut changer quelque chose à Dunkerque si toutefois on veut revenir sur le devant de la scène. Parce que tu peux pas arriver, faire ta 34e saison en première division d'affilée, 34e saison d'affilée dans l'élite, t'as occupé les premiers rôles, tu as été champion il y a un peu plus de 10 ans, et là maintenant tu te présentes comme ça. Si tu as envie de gagner, de prouver quelque chose, il faut se dire la vérité et se dire le truc. Ou alors si on veut vivoter, vivotons, essayons et voilà, payons les salaires, essayons de faire en sorte que la société à objet sportif voilà, soit à l'équilibre, et puis on essaie de vivoter plus ou moins comme ça. Mais en fait, on est dans un sport de haut niveau, de compétition, on a connu le lustre, on a connu la Ligue des Champions, on a connu des belles victoires et des belles sensations à Dunkerque. C'est une culture, c'est une histoire. On veut aller plus loin, on veut avancer. Bon, je parle en tant que, voilà, je ne suis pas dunkerquois, ce n'est pas mon club, hein. Je t'ai dit, mon club à moi, c'était Créteil. Mais si je suis supporter dunkerquois, j'ai le droit de me poser la question de quelles sont les ambitions et la vision sur le long terme pour mon équipe. Donc, tu constates que clairement que Dunkerque est déclassé, il faut l'acter. Et la fin de saison, tu l'as fait dans une relative anonymat. Tu perds de 7 buts à Paris, tu gagnes de 4 buts à Saraf, ouais, pas mal. Et tu gagnes de 8 buts contre Cesson, qui est pareil, dans la même catégorie que toi, on ne sait pas trop où ça va. Et voilà, c'est anonyme. Tu finis en fait ta saison en perdant de 1 but à Chambéry lors de la dernière journée. Et en gros, ton standing, il est en fait plus grand monde te respecte. T'es à peine plus fort que les équipes plus en dessous de toi, et t'as pas besoin de forcer davantage. Par contre, dès qu'il faut aller mettre de l'ambition, il faut aller se taper, et malheureusement, il n'y a plus personne. Donc là, je le regrette amèrement, mais là, j'attends. Enfin, voilà, j'ai connu Dunkerque avec un beaucoup plus haut niveau que ça, et donc on va se poser la question de l'effectif. Là, au Stade des Flandres, aujourd'hui à Dunkerque, on a enregistré 7 départs, et 7 départs majeurs, notamment l'historique Cornel Nadji, qui part à la retraite. Ça y est, c'est fini, terminé pour Cornel, à qui, s'il trouve la vidéo devant lui, eh ben, grand salut, grand coucou à toi, et merci pour les travaux, pour tout ce que tu as fourni au niveau du championnat de France de première division, et surtout à Dunkerque. Yannick Klimko aussi s'en est allé, Rasmus Nielsen, Doran Engelegele est parti en deuxième division du côté de Cournon d'Auvergne. Également, l'excellent japonais Shuichi Yoshida, qu'on a pu voir aux Jeux Olympiques, est parti du côté de Nantes. Simon Seger, qui avait fait le remplacement dans les buts de Samir Belhassen, qui était parti du côté de Kiel en début de saison,
est reparti lui aussi. Valentin Kiefer est parti du côté de Chambéry. Donc là, pareil, gardien de but, il y a tout à refaire. Tout le monde est parti. Et puis j'ai mis entre parenthèses dans ma présentation Samir Belhassen parce que lui, il est parti au début de la saison. Enfin, tu connais son histoire, ce qui lui est arrivé l'année dernière. Notamment une histoire absolument fabuleuse. Il est devenu champion d'Europe. Il a remplacé Vincent Gérard à Kiel. Voilà, en début de saison, il a été débauché de Dunkerque. Et voilà, je dis pas que c'est ça qui a occasionné l'état de Dunkerque aujourd'hui, mais on a été obligé, contraint de constater son départ en cours de saison. Donc voilà, 7 départs, pour pas dire 8. Et qu'est-ce que ça nous donne comme effectif aujourd'hui? Dans le set de platine, coaché par Franck Maurice, qui est présent au club depuis 2022, et il est assisté bien sûr aussi par le directeur sportif et aussi entraîneur adjoint Tariq Ayatoun, historique aussi, de Dunkerque. La moyenne d'âge de l'équipe, ben, c'est à peu près presque 28 ans, donc c'est une moyenne d'âge de joueurs assez expérimentés. Et on va commencer par les gardiens de but. Là, le poste a été complètement renouvelé. Une vieille connaissance de la Dikimoli Star League, Alejandro Romero, le Cubain, occupera le poste avec Mehdi Arbaoui, qui est aussi l'international tunisien, qui va être dans les buts de Dunkerque cette année. On va aller de gauche à droite sur la basse arrière. Les arrières gauche, on a Cornelius Krag, le Danois. Ça fait sa troisième saison, me semble-t-il, qu'il est justement du côté de Dunkerque. On a Quentin Dupuis, qui vient d'arriver de Nîmes. Et surtout, Gauthier Crépel, le polyvalent, qui peut jouer aussi également demi-centre. Gauthier Crépel, qui est parti pendant 2 saisons du côté de Caen et qui est revenu sur les territoires de Dunkerque, alors qu'il a été formé à Dunkerque. Donc, on est très content de le retrouver. J'ai cru lire dans les déclarations que Franck Maurice comptait pas mal sur lui pour cette année. Au poste de demi-centre, le Girondin, le Bordelais, bien entendu. Le Sud-Ouest, magnifique. O'Brien Niateux, avec Jean-Loup Faustin qui va partager donc la main du jeu de Dunkerque. Arrière droit, Gabin Martinez, mais surtout Tom Pelayo, le finisseur, la machine à Tom Pelayo. Et je t'ai dit qu'on va reparler de lui un petit peu plus tard. Il y aura une séquence qui lui sera dédiée. Reste bien dans cette vidéo. Et sur la base avant, pareil de gauche à droite, Dylan Toussaint et Steve Marie-Joseph sur l'aile gauche. Au poste de pivot, Ben Chichouch, l'international hongrois, avec Benjamin Havgour. Et du côté droit, Thibaut Arteaga, qui vient d'arriver de Istres, avec l'historique aussi, Florian Billan, qui est présent du côté droit de l'attaque de Dunkerque. Maintenant, on va se poser une grosse question dans le Money Time. Comment retrouver le lustre d'antan à Dunkerque? C'est une question que je pose. Comme je te l'ai dit, cette année, ça va être la 34e année d'affilée à Dunkerque. Dunkerque est arrivé en première division en 1990. Je jouais encore, c'était même le début de ma période en jeune à l'US Créteil. Ça fait depuis que je joue que j'entends parler de Dunkerque. Et là, aujourd'hui, on y est encore. 34e année d'affilée en première division. Champion donc en 2014, il y a 10 ans. Et depuis, ben, la meilleure performance depuis, c'est après leur titre de champion, ils sont redescendus à la 5e place en 2015. Et depuis 2019, ben, c'est le ventre mou. Et ce que j'appelle le ventre mou, ben, c'est la 10e place qu'ils ont occupée. C'est aller 8e, grand maximum, 11e, voilà. Mais quand tu as été Dunkerque, c'est difficile de constater à quel point ton équipe est effectivement déclassée. C'est pas un gros mot. Donc, comment répondre à la question de comment retrouver le lustre d'antan? Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est ben là, c'est faire un état des lieux de l'effectif actuel. Est-ce qu'il t'apporte satisfaction? Alors, beaucoup de joueurs sont partis, d'autres sont arrivés. Garder les joueurs qui, effectivement, ont été très efficaces et ont pu apporter, que ce soit en attaque ou en défense. Renouveler aussi également peut-être un plan de jeu qui était tout pour l'attaque, alors que Dunkerque a une ADN davantage défensive. En tout cas, leur titre de champion en 2014, c'est comme ça qu'ils l'ont gagné. Donc, il y a une grosse, alors il y a une volonté de vouloir renouveler le projet de jeu l'année dernière. Faire un bilan, est-ce que ça a foncièrement marché? Franchement, quand tu vois la deuxième partie de saison et les grosses déconvenues contre les équipes, surtout contre deux équipes qui sont descendues, tu dis non, clairement non. Donc, peut-être que le projet de jeu, il est bon, mais il n'y a pas les bons joueurs pour pouvoir l'appliquer. Ou alors, voilà, c'est d'autres questions. Là, je fais que poser des choses sur la table. Et si tu es supporter de Dunkerque et que tu vis l'actualité de ton club au quotidien, je serais très intéressé que tu me dises comment toi, en tant que supporter, tu vis la chose. Quand tu regardes les résultats de ton équipe, eh ben, moi, je me dis simplement, de loin, d'un petit peu plus loin, je me dis simplement que il y a une refonte sur le jeu à faire. Alors, j'ai pas vu d'interview de Franck Maurice. Pourtant, Franck Maurice, je l'ai déjà croisé lorsqu'il est passé lors du tournoi Elite 33 du côté de Bordeaux. Je l'avais croisé là-bas, en fait. J'ai pu parler un petit peu avec lui.
Et donc voilà, quoi, il était déjà, on parlait surtout de son époque quand il était à Nîmes à l'époque, hein, sans revenir jusqu'à Gagny quand il était joueur il y a très très longtemps. Mais voilà, moi je pense que Franck Maurice c'est quelqu'un de compétence, hein, c'est un entraîneur tourné vers l'offensive. Maintenant, voilà, est-ce qu'il a toutes les coudées franches pour pouvoir exprimer son projet de jeu? Et je pense qu'il a dû recruter des joueurs un peu plus rapides, peut-être un peu plus véloces, et donc espérer pouvoir remonter un petit peu plus haut après derrière. À voir. Moi, personnellement, j'attends de voir la suite pour que Dunkerque me fasse mentir. Là, tu verras à la fin de mon pronostic, hein, tu verras ce que j'en pense. Mais il y a encore du travail. Il y a beaucoup à faire. Et maintenant, je t'ai fait un teasing. L'expert de défi. L'expert de défi, je te rappelle que c'est dans cette séquence on fait un frame entre les experts époque Claude Onesta et tout ça, et les femmes de défi à peu près de la même époque. Et, et là, en fait, pour transposer ça dans le contexte de Dunkerque au Stade des Flandres, celui qui va me faire cliquer sur mon Handball TV, c'est Tom Pelayo. Tom Pelayo, 27 ans. C'est l'homme du club. Il est là depuis 2014. Il a re-signé pour 2 ans. Il est en constante progression depuis ses débuts en professionnel. Et il a complètement explosé l'année dernière. C'est simple. Il a joué tous les matchs du championnat. Il a marqué 213 buts. C'est le deuxième meilleur buteur du championnat l'année dernière, derrière le Parisien Camille Chipjac. Eh ben, ça donne quoi? 70,2% de réussite. 78,6% au 7 mètres. Donc il prend ses responsabilités, c'est un finisseur, il est tourné vers l'attaque, les systèmes sont orientés pour lui. On parlait même de lui en équipe de France, je vais te dire ça dans un instant. Il fait 3,8 passes décisives et il réalise quelques interceptions en défense. Donc presque 4 passes décisives par match, c'est pour te dire le volume, l'activité de Tom Pelayo. Et donc c'est pour ça qu'on se pose la question. Et dans le Nord, je me rappelle même que je me suis un petit peu expliqué avec quelques supporters sur les réseaux sociaux dans le nord de la France qui se disent, mais attendez, ouais, équipe de France tous les jours. Sauf que l'équipe de France, je le rappelle, compte tenu du système qui est en place et surtout, il faut se poser la question, ok, Tom Pelayo, pourquoi pas, mais tu sors qui? Tu veux sortir 10 quand même? Attends, 10 quand même si là, au moment où je te fais cette vidéo, on est après les Jeux Olympiques et qu'on n'a pas encore digéré sa passe saucisse aux Allemands dans le quart de finale, mais même, ça reste 10 quand même, s'il te plaît. 10 quand même, champion olympique avec Barcelone, voilà, joueur exceptionnel, finisseur de fou furieux, un des meilleurs finisseurs de la planète, un des meilleurs arrière-droits au monde. Non, dit quand même, tu fais pas remplacer dit quand même qui vient de gagner la Ligue des Champions avec Barcelone, même si il s'est foiré aux Jeux Olympiques, mais tu le remplaces pas par Tom Pelayo qui joue dans une équipe irrégulière de Star League. Non, ça n'existe pas dans aucun film, ça. Aucun entraîneur ne fait ça. De même, il faut être supporter pour pouvoir dire un truc comme ça. Mais pas un entraîneur qui doit avoir une vision globale sur ce qui se fait dans le réservoir national. Pareil, alors tu peux te poser peut-être légitimement la question pour Melvin Richardson, qui est aussi à son poste. Mais Melvin Richardson, c'est un peu l'homme à tout faire sur le côté droit. Il est gaucher en plus. Il apporte, donc il a un vécu, une histoire avec l'équipe de France. Il vient aussi de gagner la Ligue des Champions. Tu peux pas non plus mettre Tom Pelayo à sa place. C'est pas aussi simple que ça. Donc, il toque à la porte, c'est vrai. Il frappe très très fort. Mais à 27 ans, Tom, j'ai envie de dire, alors, il porte le maillot numéro 59 sur son dos. 59, c'est le numéro de département du Nord. Donc, je pense pas prendre trop de risques en disant qu'il est très attaché à sa région et au club. Je pense pas dire trop de saucisses en disant ça. Mais à un moment donné, si tu veux passer le niveau supérieur, il faut partir de chez toi. Il faut aller voir la vie à l'extérieur et en allant dans un club beaucoup plus ambitieux que ce que Dunkerque ne peut proposer aujourd'hui et surtout s'imposer là-bas. On a vu le cas l'année dernière lorsque Théo Avalanche de Mouge est parti de Dunkerque pour aller s'imposer dans un club comme Nantes. Il est le backup de Coldy Odriozola du côté de Nantes, et on parle d'un nordiste pur jus de Théo Avalanche de Mouge. Il a énormément de mal à s'imposer sur le côté droit à Nantes, hein. Il est clairement devancé, il est en deuxième position. Et lui-même le dit, il doit énormément travailler. Donc voilà, si tu veux sortir du nord de ton cocon familial, de ton cocon régional et que tu connais très bien par cœur, eh ben, il faut aller te taper dehors. Et Tom Pelayo, 27 ans, j'ai envie de dire, c'est le moment, 28 ans l'année prochaine, tu es dans ton prime, comme on dit. Il faut aller taper plus ambitieux si tu souhaites avoir une carrière internationale que tu mérites parce que tu es un excellent finisseur.
Mais après, c'est une question d'opportunité. Est-ce que ça se présente, de feeling, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où tu souhaites te développer en tant que joueur. Mais là, c'est clair que Tom Pelayo, c'est bon, tout le monde le connaît dans le championnat de France, hein. Tout le monde connaît son efficacité. Et pour moi, il va sans dire qu'il devrait, en principe, un joueur de ce talent-là, de ce niveau-là, ne doit pas rester à Dunkerque, il doit aller viser beaucoup plus haut, il doit aller se frotter un petit peu et s'aguerrir dans les hautes joutes du championnat, voire même, pourquoi pas, tenter un truc à l'étranger. Voilà, voilà, simplement, il faut se risquer. Et si Tom Pelayo doit tutoyer l'équipe de France, c'est soit parce qu'il y aura beaucoup de blessés devant lui, ou alors, et donc parce que forcément, il faudra quelqu'un de qualité pour prendre la place, ou s'il n'y a pas de blessés, ben, ce sera la performance à la loyale, et pour ça, il faut sortir de Dunkerque absolument. Voilà, parce que Dunkerque, pour les raisons que je t'ai expliquées un petit peu plus avant, ne présente plus autant de garanties qu'il n'en présentait il y a une dizaine d'années, et donc il faut bouger, il faut faire quelque chose. Mais malgré tout, je tenais quand même à tirer comment dire, à lever mon chapeau à Tom Pelayo, extraordinaire joueur, magnifique joueur, franchement extraordinaire finisseur et qui mérite vraiment, vraiment qu'on fasse un stop, qu'on fasse un arrêt sur lui. Voilà, il me paye pas, hein, il me connaît pas, je le connais pas non plus. Lui aussi, je l'ai croisé quand il est venu avec son équipe, avec Franck Maurice, lorsqu'ils ont fait le Challenge Elite 33 du côté de Bordeaux. Mais voilà, à un moment donné, il faut dire ce qui est. Tom, tu déchires. Voilà. Ça, c'est pour la séquence. Et maintenant, voilà, on va parler du futur maintenant. Comment est-ce qu'on voit les choses? Comment est-ce que j'envisage l'avenir de Dunkerque? Alors, moi, simplement, comme je te l'ai dit, je vais pas me déjuger. C'est une équipe qui a fait peu de matchs nuls l'année dernière, seulement deux. Là, j'en vois un petit peu plus. J'en vois quatre matchs nuls, mais seulement 10 victoires et 16 défaites à côté. Et donc, c'est des victoires contre des équipes comme Saint-Raphaël, comme Créteil, allez, peut-être Chambéry, Tremblay, évidemment. Istres, que je vois gagner deux fois. Ivry, je les vois gagner deux fois. Et Cesson et Toulouse aussi également. Toulouse, qui est un prétendant à l'Europe. Mais Toulouse, c'est une équipe qui a toujours tendance un petit peu à lâcher des petites choses en route, mais qui fait des grosses séries. Quand on va parler de Toulouse, tu verras que c'est une équipe voilà, quoi, qui marche à la haute vitesse. Et puis surtout, Toulouse aura la Coupe d'Europe aussi, également la Ligue européenne. Donc risque peut-être de laisser quelques plumes. Et pourquoi pas contre Dunkerque? C'est quelque chose qui peut arriver. Et les matchs nuls, j'ai répété Dunkerque, c'est complètement idiot, mais c'est contre le PAUC, Istres, Ivry et Limoges dans mon calcul, hein. T'inquiète, ils vont faire un nul contre eux-mêmes. Tiens, pourquoi pas? Voilà, tu l'auras compris. PAUC, Istres, Ivry et Limoges pour les quatre matchs nuls de Dunkerque. C'est parfaitement imparfait, j'adore. Et donc, au bilan, bah, quand on regarde un petit peu les équipes dont j'ai déjà fait la preview à ce stade, je les vois en 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10e position parce que je ne vois pas forcément de plus-value ajoutée avec les nouveaux joueurs qui sont là. Maintenant, comme je te l'ai dit, je peux me tromper. Je les vois donc 10e avec 24 points, juste devant Chartres, devant Cesson, devant des équipes de bas de classement comme Tremblay, Ivry, Créteil et Istres. Alors, j'ai mis Tremblay avec 15 points. Alors, au moment où je te fais cette vidéo, hein, je vais être très honnête et très transparent avec toi. Je fais cette vidéo après mon interview dans le Enthusiastic Podcast avec La Roucoulette, avec Clément de La Roucoulette, à qui je fais un gros big up, une grosse dédicace s'il me voit. Lui, il voyait Tremblay beaucoup plus haut que ça. Moi, j'avais un petit peu plus de mal à voir. Au maximum, je les vois comme ça, mais quand je vois les équipes, les autres équipes et les forces en présence, bah, en fait, j'aurais tendance à vouloir faire monter Tremblay un peu plus haut quand je vois, à force de faire les previews, quand je vois Chartres, Cesson et Dunkerque, je me dis bien que Tremblay bah, pourrait peut-être bien passer devant ces équipes-là. Comme quoi, tu vois, hein, c'est mouvant, hein, tous les jours, il y a des choses qui peuvent évoluer, et surtout que Tremblay, alors comme je t'ai dit, bien entendu, les matchs de pré-saison, de warm-up, ça ne compte pas dans le résultat officiel après derrière, mais il y a eu des très belles choses qui ont été montrées. Et donc, pourquoi pas Tremblay? Bon, là, je les vois à 9 points de Dunkerque, mais ça peut faire un peu mieux que ça, quoi. À voir, à voir. Pour l'instant, je laisse les choses en l'état, telles quelles, et puis on verra, et puis on se corrigera, et puis tu me diras, ah, tu t'es planté, ah, t'es nul. Moi, je dis simplement aux gens qui disent, ah ouais, mais tu t'es planté, faites l'exercice, allez-y, prenez le calendrier de Star League, dites-vous qui va gagner, qui va faire match nul, qui va perdre. Alors, mettez pas le score exact, hein. Le handball est un sport à points fréquents. Donc, pour tomber sur le bon score, c'est un peu complexe, hein. Les possibilités sont assez larges, c'est pas comme au foot, mais toujours est-il que tu as le droit de te poser la question qui est meilleur que qui peut gagner qui sur un match,
et tu vas arriver avec un bilan et tu vas voir si ton bilan il est cohérent. Donc voilà, ça, c'est pour les personnes qui forcément se posent la question de ouais, mais tu vois, tu comprends. Non, non. Avant de parler, faites ce que je fais, prenez le temps. Et après, on va pouvoir parler de manière beaucoup plus courtoise parce que tu vas te rendre compte que c'est pas si évident que ça, en fait. Voilà, allez, je sors du partage. C'est terminé pour cette preview de l'USDK, du Dunkerque Handball Grand Littoral. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air qui va bien. Et même si t'as pas kiffé, ben, le pouce qui va pas, ça m'arrange dans les deux sens. Et aussi, je t'invite à commenter et à liker, donc je l'ai dit, mais surtout à partager cette vidéo si tu es un supporter de Dunkerque qui a envie d'entrer dans la conversation avec moi, et également à t'abonner si tu ne veux pas manquer la suite des previews que je te réserve pour les jours à venir. On va aller jusqu'à la veille du championnat. On va terminer bien sûr avec le Paris Saint-Germain, le champion sortant, mais on a plein d'autres équipes à voir. En attendant, il ne nous en reste plus que 9 à ce stade. Donc, tu peux revoir les vidéos précédentes si tu me découvres avec cette vidéo-là. Et au plaisir de te retrouver, d'échanger avec toi, de parler handball en toute amitié, en toute camaraderie. Et on va kiffer cette année 2024-25. Allez Dunkerque et à demain pour la prochaine preview d'un club qui, je sais même pas qui est là. Je t'avoue que là, tu me vois dans plusieurs endroits différents, dans plusieurs studios différents, mais t'inquiète, la passion est là. Mais je serai là demain pour te parler d'équipe qui va venir après derrière. Je sais pas si c'est le PAUC ou Saint-Raphaël, mais un des deux. Tu verras demain. Allez, à très bientôt.